aborde une page très particulière finalement, qui est la page, hop, hop, je suis toujours un peu perdu dans mes pages, page 90, je pense. Est-ce que c'est ça? Page 90. Oui, page 90 du bouquin. Donc, c'est le tout début du chapitre de la grande partie sur les recettes et les ingrédients, dans laquelle il y a une vingtaine de recettes, enfin 20 piles recettes et 20 ingrédients. Et il y a cette page là, qui est une page introductive et qui est finalement assez importante. Alors, je vais tout de suite partager mon écran pour la commenter, parce que finalement, elle a un contenu extrêmement précieux et qui peut passer un peu inaperçu. Donc, c'est un book club assez particulier ce soir, parce qu'en fait, voilà, je partage. Hop, on m'a envoyé mon écran. Parce que dans cette page, il y a un trésor, là. Ce sont ces 10 principes, ce que j'appelais des fondamentaux empiriques. Voilà, un peu pudiquement, parce que je ne sais pas trop comment les appeler. Qui a derrière toutes les recettes et les ingrédients. Et finalement, il y a quelque chose qui n'est pas du tout très peu abordé. Dans le design de séminaire, il y a une sorte d'implicite. Enfin, il y a tout un tas de choses implicites qui pourraient s'englober dans un champ qu'on appelle l'intelligence collective. Et donc, quelqu'un qui n'est pas dans ce mood-là, enfin dans ces convictions-là, il va avoir du mal à trouver ses marques avec le design de séminaire, quoi. Et donc, voilà. Donc, c'est venu un peu tardivement. En fait, les 10 principes, je les avais dans un coin quelque part notés en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et puis, je ne savais pas très bien où les mettre, et c'est là que je les ai mis. Voilà. C'est là que je les ai mis parce que finalement, quand on a vu avec l'éditeur, on s'est dit, mais le meilleur endroit, c'est derrière les recettes et les ingrédients, qu'est-ce qu'il y a encore d'encore plus fondamental, entre guillemets. Et un peu comme si on pouvait dire, je sais pas moi, si je continue la métaphore culinaire, les goûts, quoi. Le salé, le sucré, l'amer. Ben, alors, ça ne marche pas tout à fait la métaphore, là, mais c'est de cet ordre-là. Donc, je vais les commenter. Ce n'est pas très facile à commenter. J'ai préparé ce soir. Ce n'est pas très facile à commenter parce que c'est un peu des assertions comme ça, c'est des affirmations, quoi. Et donc, il faut quand même réussir à les illustrer. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est on va les lire une dizaine de fois, une première fois, et puis ensuite en bloc, et puis ensuite je reviendrai sur chacune d'entre elles. Donc voilà, les recettes et ingrédients du design du séminaire sont construits sur la base de 10 fondamentaux empiriques, identifiés et confortés au fil des années, en quelque sorte des convictions. Voilà, je vais les lire, hein. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans ce chapitre? 20 recettes, 20 ingrédients. Évidemment, c'est une sélection. Il en existe un nombre infini de recettes. Et toute personne qui conçoit, anime des séminaires régulièrement, c'est un peu comme un cuisinier, quoi. Il a son propre carnet de recettes, avec ses préférences, avec les trucs qu'il aime bien faire, avec les choses qu'il a éprouvées, les plats qu'il rate jamais. Voilà. Donc, le choix que j'ai fait avec ces 20 recettes, c'est qu'elles sont robustes, elles sont éprouvées, et quand même, elles permettent de couvrir tout un tas de besoins, et notamment quand on hybride les recettes, quand on les combine entre elles, ces 20 recettes qu'on a là, on multiplie encore les possibilités, quoi. Voilà. Et puis pour les ingrédients, c'est par souci de cohérence, c'est les ingrédients qui vont avec les recettes. Et là aussi, on a voilà, les choses qu'on trouve vraiment dans beaucoup de pratiques d'animation de séminaire. Alors, je reviens sur les fameux 10 fondamentaux. Je les lis une première fois pour qu'on se les mette bien en tête. Pour comprendre quelque chose, il faut participer. Il faut accepter de perdre du temps pour en gagner. S'apprécier aide à coopérer. Se parler aide à se connaître et à s'apprécier. Chacun a une bonne raison de penser ce qu'il pense, faire ce qu'il fait, dire ce qu'il dit. Parler aide à savoir ce qu'on souhaite dire. Bien écouter n'est pas naturel. Un bon visuel vaut mieux que de longs discours. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Et enfin, la plupart des difficultés se résolvent par une bonne conversation. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment relier ça au design de séminaire si on les passe un peu en revue et du coup qu'on fait cet exercice de relier ça à des recettes finalement ou à des ingrédients. Alors il y a certains principes, ça va être plus facile que d'autres, hein. Donc pour comprendre quelque chose, il faut participer d'abord. Pour commencer par celle-là, par ce principe-là.
Euh, En fait, c'est intéressant, hein. C'est quand même le premier truc. On sait que mettre des gens dans une position attentiste à avoir quelqu'un qui leur explique, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait tout un tas d'études en neurosciences pour savoir que pour assimiler, c'est pas suffisant, quoi. Voilà, donc la participation, le fait d'être impliqué dans un processus, finalement, permet d'assimiler le contenu. Un petit exemple, quand on demande, par exemple, je vais faire un lien qui me vient avec une recette, par exemple, qui est très connue, le World Café. On a déjà beaucoup parlé du World Café. Dans le World Café, on demande à une personne de rester à chaque table à la fin d'une question pour, euh, pour être juste le relais, c'est-à-dire raconter aux nouveaux arrivants ce qui s'est dit à la table, en s'appuyant sur ce qui est écrit sur la feuille de paperboard qui est sur la table. Ce rôle, qui est juste un rôle de participation, en fait que je reparcours finalement, je comprends ce qu'on a dit, ou en tout cas, je revisite ce qu'on a dit. C'est un peu le même processus aussi. Je suis un exemple qui est peut-être plus direct, les 4D. Vous voyez, c'est très intéressant, les 4D, dans le processus des 4D, la recette des 4D, si vous revisez cette recette, on voit bien que entre, on m'explique discipliné, dedans, disponible et discret, qui sont les 4D. On m'explique bien, ok, mais bon, ça me passe au-dessus, quoi. Enfin, je veux dire, je comprends, mais je n'assimile pas, quoi. Et par contre, si on me demande de choisir, tiens, laquelle de ces 4 lignes de conduite, lequel de ces 4D est le plus difficile pour vous à suivre dans le séminaire là qu'on a ensemble, qu'est-ce qui va être le plus difficile? Du coup, en fait, j'ai une participation, et donc du coup, il se passe quelque chose qui fait que je comprends mieux, quoi. Je rentre dedans. Voilà. Bon, c'est assez évident, en fait, hein, quand même. Ensuite, il faut accepter de perdre du temps pour en gagner. Ça, c'est intéressant parce que pour moi, ça parle. Dans beaucoup de processus, on a une espèce de logique qui est une logique d'exploration. Alors, il y a une époque, j'avais ce schéma-là en disant on explore. Alors, ça rejoint des convergences, divergences, hein. C'est-à-dire que on a souvent des processus qui sont des processus où on commence par passer beaucoup de temps. Ça ne s'affiche pas quand j'écris là. C'est curieux. Je suis en train de dessiner des trucs. Ce n'est pas très grave. On commence par passer beaucoup de temps à partager des informations, à faire parler les gens, à les faire réfléchir, voilà, et pas aller, on pourrait dire, straight to the point, quoi. Et en fait, cette exploration, le fait de ramasser de la donnée, de faire parler, on se rend compte que quelque part, par exemple, ça permet d'éviter de dire, mais tiens, on n'a pas abordé tel sujet, ou alors, euh, voilà, ou alors je suis pas, j'ai pas pu m'exprimer, ou alors, et donc on a l'impression de gagner du temps en allant vite. En fait, le séminaire, c'est quand même assez fondamentalement un moment où on ralentit, quand même. Il y a une espèce de changement de rythme. Donc, c'est bien d'avoir ça en tête. Donc, vouloir aller trop vite au résultat, souvent, ce n'est pas une bonne idée. Troisième principe, s'apprécier aide à coopérer. S'apprécier, hein, plus je te connais, a priori, plus je te connais, plus je t'apprécie, et plus je t'apprécie, plus j'ai envie de coopérer avec toi en général. Hein, en général. Et donc, c'est aussi pour ça que dans les processus, dans les séminaires, il y a quelque chose qui est de l'ordre de développer d'une manière générale, quelque chose qui est de l'ordre de la cohésion. Il y a toujours, un séminaire est toujours plus ou moins un temps de cohésion, même si on ne fait pas directement des exercices de cohésion. Et donc, cohésion, en fait, c'est renforcer quelque part l'estime que les uns ont, que les gens ont les uns des autres, quoi, hein. Et si cette estime se développe, on va mieux coopérer. Voilà, c'est assez évident. Se parler aide à se connaître et à s'apprécier. Donc ça, j'aurais pu le mettre avant, en fait, en principe numéro 3. C'est-à-dire que on a besoin de force. Il y a beaucoup de processus qui contribuent. Je ne suis pas très clair ce soir. Il y a beaucoup de processus qui contribuent à forcer le contact, à forcer la prise de contact. Forcer pas brutalement, hein, mais à faciliter, si on le dit de façon plus aimable, à faciliter la prise de contact et à aider les gens à se rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont dans un séminaire, ils vont évidemment naturellement aller vers les gens qui connaissent le mieux,
et pas forcément faire l'effort d'aller découvrir de nouvelles personnes. Et donc, on a beaucoup de processus qui aident à se parler, qui outillent le fait de se parler. Alors, un exemple d'un processus, voilà, les cercles concentriques, qui est une des recettes du design de séminaire. C'est aussi pour ça qu'on aime bien la notion de petit groupe. C'est un ingrédient très important qu'on verra, le petit groupe. Hein, c'est l'ingrédient, je ne connais pas les numéros par cœur, mais peu nombreux, c'est mieux. Peu nombreux, pourquoi peu nombreux, c'est mieux? Parce que si on est 4, il y a plus de chances qu'on se parle que si on est 8 dans un groupe. Et donc, il y a plus de chances qu'on se parle et donc qu'on développe plus de connaissances et qu'on s'apprécie un peu plus. Voilà, donc tout ça, c'est voilà, des implicites. En fait, on a envie que les gens se parlent, quoi. On crée les conditions pour que les gens se parlent. On pourrait presque mesurer, d'une certaine manière, l'efficacité des séminaires au nombre de mots prononcés, quoi. Ça, ce serait une mesure pas inintéressante de se dire, mais combien de mots ont été prononcés dans la journée par personne? Et la moyenne de mots prononcés par personne dans un séminaire, ce serait marrant de savoir ça. Voilà, le cinquième, il est assez fort. Il vient, moi, c'est mon associé Emmanuel Mas qui m'a appris ça. Et c'est vraiment un principe très puissant de se dire que chacun a une bonne raison de penser ce qu'il pense, de faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il dit. Et donc, souvent dans les séminaires, en fait, on a des processus qui aident chacun à mettre au clair ce qu'il a à dire, pourquoi il le dit, et puis à l'exprimer dans des bonnes conditions et de pouvoir aller au bout de ce qu'il a à dire. Ce qui va d'ailleurs avec le principe numéro 6 aussi. Je vais prendre un exemple là de processus, le cercle de dialogue, la recette du cercle de dialogue. Et c'est quand même une recette quand on y réfléchit 2 secondes. Hein, voilà, chacun peut prendre l'objet de parole qui est au milieu du cercle. Et puis, tant qu'il a l'objet de parole, il ne peut pas être interrompu par les autres. Et il a cette espèce de possibilité assez unique de pouvoir aller au bout de ce qu'il a à dire. Et du coup, au bout de ses bonnes raisons. Parfois, on est bloqué, on ne les trouve pas, ces bonnes raisons. Mais en tout cas, on aide ça. On part de ce principe-là. Parler aide à savoir ce qu'on a à dire, ce qu'on souhaite dire. Voilà. Un petit exemple là-dessus, il y a un ingrédient, je ne sais pas s'il est dedans, je ne crois pas qu'il soit dans le bouquin. En tout cas, c'est un ingrédient qu'on va rajouter, qui existe, qui s'appelle répéter plusieurs fois la même chose. Répéter plusieurs fois la même chose, c'est par exemple, on pose une question au début de séminaire, on me demande, tiens, une question toute simple, hein, quels sont, dans quel état d'esprit vous arrivez à ce séminaire, par exemple. Et puis on me dit, voilà, sur cette question, vous allez échanger avec 3 personnes différentes successivement. Et à chaque fois, ça va durer 3 minutes. Et puis la personne en face de vous va répondre à la même question. Et en fait, la première fois que je m'exprime sur cette question, je dis quelque chose. Puis la deuxième fois, quand je répète cette même chose à une autre personne, je sais un peu mieux ce que j'ai à dire. Et puis la troisième fois, je sais vraiment ce que j'ai à dire. Donc en fait, on se rend compte que vraiment, en s'exprimant, la parole aide est contributrice de la clarification. C'est vraiment un truc qu'on peut expérimenter au quotidien. Parfois, on est dans la confusion et le simple fait d'en parler à quelqu'un, ça déconfusionne, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, séminaire, espace de parole. Voilà, bien écouter n'est pas naturel. Ça, c'est très intéressant, évidemment. Moi, ce principe numéro 7, là, il me mobilise pas mal. Hein. Je pense que si j'ai un espèce de combat ici sur cette terre, c'est celui-là, quoi. C'est celui de l'écoute. On voit à quel point, dans les conversations, quand on parle, c'est rare qu'on puisse aller au bout de ce qu'on a à dire. C'est rare que la personne en face ne se mette pas à parler d'elle en plein milieu. C'est rare qu'elle ne se mette pas à porter un commentaire qui déroute celui qui est en train de parler et qui l'empêche d'aller au bout de ce qu'il avait à dire. Donc voilà, en fait, l'écoute, c'est vraiment pas un truc facile. On a tellement besoin de parler, d'ailleurs ça va avec, hein, ça va un peu avec ce qu'il y a au-dessus, quoi. Hein. On a tellement besoin de parler que écouter, c'est vraiment compliqué. Et donc là aussi, dans les recettes, il y a des moments, clairement, ça c'est clairement outillé, quoi. Dans les cercles concentriques, quand on fait bien les cercles concentriques, il y a donc les cercles concentriques, c'est des échanges 2 à 2, on change d'interlocuteur toutes les 2 minutes. Et bien dans les cercles concentriques, il y a un moment où c'est les personnes du cercle intérieur qui parlent et celui du cercle extérieur. On leur dit, mais vous ne dites rien, vous écoutez juste, ça va durer 1 minute. La personne, elle va vous parler pendant 1 minute. Et puis, dans 1 minute, ce sera à vous. Hop là, ensuite, coup de gong, et c'est à vous de vous exprimer. Et moi, j'adore, par exemple,
Cette recette, il y a parce que, notamment en début de séminaire, elle crée ce truc qui est, elle m'oblige à être dans une position d'écoute. Et c'est vraiment, voilà. Donc quand on dit: «C'est pas naturel», ça veut dire que, on a des processus qui vont aider les gens à s'écouter. Alors ensuite, le 8, un bon visuel vaut mieux que de longs discours. Donc dans les premières recettes, qu'on va voir là, dans cette année, on va avoir beaucoup de recettes et non, je crois qu'on va avoir essentiellement des recettes cette année puisqu'il y a une vingtaine de book clubs. On va voir apprendre à dessiner et puis, le dessin métaphorique. Hem et puis ensuite, on voit le blason et puis on voit la fresque des faits marquants. Donc en relisant les recettes, on se dit: «Mais, pourquoi le dessin, quoi?» et et heu et je crois que le l'intention n'est d'abord c'est pas un objectif de créativité, évidemment. C'est d'abord un objectif de, renforcer la communication. Donc si je parle en expliquant quelque chose que j'ai mis sous forme d'image, et ben, j'ai plus de chances de me faire comprendre de mon interlocuteur. Il y a un autre processus qui s'appelle le photolangage, qui voilà, évidemment que j'ai pas inventé, hein. Le photolangage, ça existe depuis longtemps. Même chose, je choisis une image qui me permet et ensuite je parle sur l'image. En fait, j'ai, mon image, elle véhicule beaucoup d'informations. Voilà, alors on a bien compris que c'est un bon visuel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, énormément de modalités visuelles. Là, dans le livre, dans sa version actuelle, on se contente, du photolangage et du dessin métaphorique. Mais évidemment, je parle souvent du travail avec les Lego, qui est un travail extrêmement intéressant, ou alors le travail avec les cubes, quand on représente un système, une organisation, la façon dont fonctionne l'organisation avec des cubes de couleurs et de formes différentes. En fait, on se donne une image pour représenter quelque chose et c'est beaucoup plus parlant. Enfin, les clients vraiment le soulignent à chaque fois, hein. C'est beaucoup plus parlant que de longs textes ou des graphiques compliqués ou des tableaux. Voilà, un bon visuel au milieu de ton discours. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Voilà, l'intelligence, c'est le principe même de l'intelligence collective. Pourquoi plusieurs cerveaux valent mieux qu'un? On aurait pu mettre plusieurs cerveaux et plusieurs regards. C'est-à-dire que c'est pas tant la puissance intellectuelle combinée qui vaut mieux qu'un, parce que c'est plutôt le fait d'avoir plusieurs angles. Si c'était à réécrire, là, je mettrais plutôt plusieurs, plusieurs regards valent mieux qu'un, quoi. Hein, on voit bien cet exercice. Alors là, je ne sais pas pourquoi mon dessin ne fonctionne pas. Peut-être faire ça quand même, parce qu'en plus, c'est vraiment un classique. Est-ce que mon dessin fonctionne? Je vais reprendre, je vais juste faire ce je vais repartager mon écran. Et pour commenter ça, c'est quand même vraiment important. Hop. C'est un grand classique. Ce que je vais faire là, c'est un grand classique des formations à la communication, hein, mais ça vaut le coup de faire ça parfois avec un client. L'exercice du cube, hein. Voilà, donc on demande aux gens dans un groupe, là, vous dessinez ça sur une feuille de paperboard, hein, et puis vous dites, voilà, décrivez-moi ce cube, son orientation, la face avant, où est la face avant, où est la face arrière. Et puis vous laissez les personnes un peu, voilà, vous faites se mettre d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui voient un autre cube? Puis là, il y a souvent dans la pièce quelques personnes qui vous diront: «Oui, moi, je vois un autre, moi, la face avant, on peut le voir d'une autre façon». «Ah bon? Ah bon, on peut le voir d'une autre façon?» Bon, je vous fais l'économie, hein, de cet exercice-là, mais voilà, suivant l'angle et suivant, on peut voir ce cube de 2 façons, quoi, hein. La façon traditionnelle, qui est plutôt la façon occidentale, parce que les perspectives chez nous vont vers le fond à droite. C'est plutôt souvent comme ça que ça se passe. Ok, c'est comme ça. Donc lui, il le voit comme ça, le cube. Il dit, voilà, moi, je vois ça, quoi. Donc moi, cette réalité, hein, ça, c'est une réalité. Moi, je la vois comme ça. Et puis, lui qui est à côté et qui regarde le même cube, lui, il ne la voit pas comme ça. Lui, en fait, il la voit comme ça. Et pourtant, c'est la même réalité, hein. Voilà. Ok, c'est le même cube. Et donc, pourquoi plusieurs cerveaux valent mieux qu'un? Si on prend la vie complexe des organisations ou d'ailleurs la vie tout court, plusieurs regards sur une situation vont apporter des angles de vue différents et donc vont apporter plus d'informations à condition qu'on prenne la peine
de mettre ces différentes représentations sur la table et qu'on donne la place pour qu'elles soient exprimées. Voilà, le plusieurs cerveaux, plutôt plusieurs angles, plusieurs regards valent mieux qu'un. Voilà, et puis enfin, la plupart des difficultés se résolvent par une bonne conversation. Souvent, un séminaire, c'est un moment où on résout des difficultés, entre guillemets, ou des problèmes. On aborde des sujets qui sont souvent des sujets complexes et qui nécessitent vraiment d'entrer dans un espace d'échange de qualité, quoi. Un espace de conversation, en fait, au contact de ce que, justement, des différents regards, de la façon dont les personnes autour de la table voient le sujet, bah, chacun bouge, quoi. Et on comprend des choses qu'on n'avait pas, tout simplement, qu'on n'avait pas dans son angle de vue, quoi, et qu'on ne voyait pas. Ah oui, je comprends ça parce que moi, je ne le voyais pas comme ça, tout simplement, ou je ne le voyais pas du tout. Et donc, j'ai plus d'informations. Donc, ayant plus d'informations, on va créer les conditions pour résoudre la difficulté et, voilà, et trouver une solution. Là où finalement, aucun tout seul n'aurait eu les clés, voilà, les clés de la situation. Voilà pour ces principes. Alors, je suis conscient que c'est vraiment un peu à la serpe, là, c'est un peu vite fait, et puis c'est certainement incomplet, mais, mais j'ai quand même l'impression que derrière le design de séminaire, il y a vraiment tous ces sous-jacents. Peut-être en complément, heu, quand on a, donc chez la Boétie, notre slogan, c'est, «Des conversations qui changent la donne». On a des practices, tout ça, vous savez, et on a une practice, qui est en train de naître autour de l'intelligence collective. Et c'est Benjamin Graton qui porte cette practice. Et quand on a réfléchi à ça, sachant que ça fait longtemps qu'il fait des formations sur le sujet, on s'est dit, mais finalement, quelle est l'articulation entre design de séminaire et intelligence collective, quoi. Parce que moi, je me suis refusé à descendre, vous voyez, dans le bouquin, j'ai choisi de rester extrêmement pratique. Là, c'est le seul endroit où c'est un peu, entre guillemets, «philosophique», quoi, vous voyez? On se rapproche de choses qu'on apprend en formation, coaching, et cetera. Et on s'est dit, bah, voilà, le point de jonction entre design de séminaire et intelligence collective, c'est ces 10 principes, finalement. C'est là que se font, c'est à ce niveau-là qu'on crée le point de jonction entre nos 2 practices. Voilà, j'espère que, avoir bien fait le tour du sujet, et puis à partir de la prochaine fois, donc on va rentrer dans les recettes, on fera, une recette par, book club. Et j'arrête l'enregistrement.